Bonjour et bienvenue pour ce Un jour un fossile où aujourd'hui on va parler de ce spécimen-ci qui est l'endocrâne, c'est-à-dire le moulage de la cavité interne du crâne d'un Moeritherium. Moeritherium qui est un proboscidien qui a vécu à la fin de l'Éocène et au début de l'Oligocène, donc c'est un ancêtre des éléphants qui a vécu il y a à peu près une trentaine de millions d'années en Égypte. Et ce Moeritherium, vous voyez, on a pu en reconstituer la cavité cérébrale. Alors en fait, la cavité cérébrale a été découverte telle qu'elle, et ce que vous voyez ici, ce n'est pas directement la cavité cérébrale, mais en fait c'est une copie qui a été imprimée en 3D, qui a été réalisée par photogrammétrie. Donc on a pris des photos sous toutes les coutures du spécimen original, donc de l'endocrâne original, et à partir de toutes ces photos, on les a rentrées dans un logiciel, et ce logiciel, à partir des photos, a reconstitué ce spécimen en 3D. Et je peux vous dire que cette copie est tout à fait fidèle au spécimen original, que je peux vous mettre ici sur le côté. Donc voilà, vous pouvez voir que comparé à la photo du spécimen original, c'est exactement les mêmes dimensions, exactement les mêmes proportions. Donc c'est une copie très très fidèle de l'original. Et cette copie, elle m'a été envoyée très généreusement par un collègue avec qui je travaille et qui a réalisé cette photogrammétrie. Donc c'est un collègue grec qui travaille aux États-Unis, qui est allé en Angleterre pour voir ce spécimen, qui est au British Museum de Londres, a réalisé cette photogrammétrie, l'a imprimée en 3D et me l'a envoyé en Afrique du Sud à moi, chercheur français. Donc c'est un pur produit de la mondialisation de la recherche et d'une collaboration internationale. Voilà, donc c'est vraiment un spécimen qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'il me l'a très généreusement envoyé, sachant qu'on travaille ensemble sur l'évolution du cerveau des proboscidiens. Alors, que peut-on dire de ce moulage endocrânien de Moeritherium? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Déjà, on peut parler de la taille de ce cerveau. Donc Moeritherium, vous voyez ici, comparé à l'enfant de Tang, donc ils sont à la même échelle. Donc l'enfant de Tang est un australopithèque et vous pouvez voir que le cerveau est globalement exactement de la même taille. Sauf que Moeritherium, c'est un animal beaucoup plus gros, c'était un animal à peu près de la taille d'un tapir, donc on estime entre 500 et 800 kg à peu près, alors que l'enfant de Tang, lui, qui est ici, un australopithèque, devait faire pas plus de 40 kg. Donc c'est un animal qui avait un cerveau relativement petit par rapport à un australopithèque, mais aussi relativement petit par rapport à un éléphant. Donc tel que vous voyez, ce cerveau de Moeritherium a une taille estimée de 250 grammes, donc le quart d'un kilo, alors qu'un éléphant, lui, un éléphant moderne, a un cerveau estimé à 5 kg. Alors j'ai pas d'éléphant moderne à vous montrer, par contre 5 kg de cerveau, je peux vous montrer ce que ça fait. Voilà. Ça, c'est 5 kg de cerveau. Le cerveau ayant la même densité que l'eau, 5 kg de cerveau, ça fait comme 5 kg de flotte, donc 5 litres de flotte. C'est la même chose. Donc ça, c'est l'équivalent d'un cerveau de 5 kg, d'un cerveau d'éléphant moderne. Alors on pourrait se dire que la différence entre les deux est purement due à la différence de taille, puisque comme j'ai dit, celui-là fait la taille d'un tapir, donc 500 kg, oui 500 kg, alors que celui-là c'est le cerveau d'un éléphant, donc qui fait un poids de 4 à 6 tonnes. Mais même rapporté à la taille, quand on mesure le coefficient d'encéphalisation, celui-là a un coefficient d'encéphalisation de 0,2, alors que les éléphants modernes ont un quotient d'encéphalisation de 2, entre 1 et 2. Donc on a une différence de quasiment un facteur 10 entre les deux au niveau de l'encéphalisation, c'est-à-dire du rapport entre poids du corps et taille du cerveau. Donc les éléphants ont quand même un cerveau qui est non seulement absolument plus gros que celui de Moeritherium, mais aussi relativement plus grand que celui de Moeritherium. Et on sait que, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les recherches qu'on a fait donc avec mon collègue, mais aussi avec plein d'autres collègues, ces recherches nous ont montré qu'en fait le passage d'un petit cerveau à un gros cerveau, 10 fois plus gros, a été très rapide et a eu lieu au cours de l'Oligocène. Il a eu lieu au cours de l'Oligocène pendant ce qui a été une grande période de changements environnementaux en Afrique. Déjà, il y a eu un changement climatique, l'Afrique s'est aridifiée, donc à l'Oligocène,
Vous avez l'Antarctique qui se sépare de l'Amérique du Sud et vous avez un courant qui se forme autour de l'Antarctique qu'on appelle le courant circumantarctique, donc qui tourne autour de l'Antarctique. Donc imaginez que ce cerveau là tout blanc, ça fait bien l'Antarctique, le cerveau tout blanc. Donc imaginez que d'un seul coup, il y a un courant qui s'est mis à tourner tout autour de l'Antarctique et ce courant d'eau, eh bien, c'est un courant d'eau qui reste perpétuellement froid et qui du coup a refroidi toute la planète. Et quand la planète se refroidit, eh bien l'humidité se retrouve piégée dans les banquises et du coup il y a assèchement du climat global et l'Afrique a été victime de cet assèchement. Donc déjà on a eu un changement climatique en Afrique au courant de l'Oligocène, mais on a aussi eu un changement environnemental puisque avec l'abaissement du niveau des mers, il y a un pont continental qui s'est formé entre l'Afrique et l'Asie. Et c'est à ce moment-là que les animaux asiatiques sont arrivés en Afrique. Donc à l'époque, en Afrique, il y avait des éléphants, il y avait des damans, donc les Irax, il y avait les ancêtres des insectivores africains, quelques primates et quelques rongeurs. Et d'un seul coup, on a vu arriver les ancêtres des lions, les ancêtres des zèbres, les ancêtres des hippopotames, les ancêtres des antilopes, et les ancêtres des girafes. Donc en fait, toute la faune qu'on considère aujourd'hui comme étant typiquement africaine, à part les éléphants, s'est pointée tardivement au cours de l'Oligocène. Et ça a complètement bouleversé les écosystèmes et on pense, du moins c'est notre hypothèse, que l'augmentation de la taille du cerveau a permis aux éléphants de s'adapter, mais de s'adapter beaucoup plus vite. C'est au lieu d'attendre que la sélection naturelle, entre guillemets, fasse son effet, eh bien les éléphants pouvaient réagir par leur comportement aux changements environnementaux. C'est un peu ce que font les humains d'ailleurs aujourd'hui, hein. Les humains n'attendent pas d'évoluer pour réagir au changement climatique. On essaye de réagir de façon comportementale, par exemple en migrant intentionnellement des zones qui deviennent trop arides vers les zones qui sont le moins arides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une adaptation comportementale. C'est pas une adaptation due à la sélection naturelle. Donc, on pense que c'est ce qui est arrivé aux éléphants et c'est ça qui expliquerait en gros ce changement soudain entre un petit cerveau et un cerveau gigantesque. Ce cerveau de Moeritherium, il nous raconte aussi plein d'autres choses. Donc là, ça va être un petit cours de paléoneurologie. Alors, d'avant en arrière. Donc, on va essayer de placer le cerveau, voilà, avec l'avant en haut et l'arrière en bas. Donc ça, ce sont les bulbes olfactifs. Ça, c'est le cerveau. Et ça, c'est le cervelet. Donc ça, ce sont les deux hémisphères cérébraux. Donc déjà, les bulbes olfactifs. Les bulbes olfactifs sont tronqués ici, mais vous pouvez voir que ces bulbes olfactifs sont très très gros. Et ça, c'est typique des éléphants, d'avoir des bulbes olfactifs très gros. Les éléphants modernes ont parmi les plus gros bulbes olfactifs du règne animal aujourd'hui. C'est lié au fait qu'ils ont une trompe et qu'ils perçoivent leur environnement à partir des odeurs qu'ils peuvent sentir autour d'eux. Donc les éléphants ont un odorat très sensible et on pense que Moeritherium devait avoir un odorat très sensible aussi. La question vient donc, est-ce qu'il avait une trompe? Alors à partir du crâne, on sait qu'il avait les insertions musculaires qui permettent de soutenir les muscles qui forment la trompe, puisque la trompe c'est que du muscle. Et ici, ce que vous voyez, donc c'est le cervelet, et vous pouvez voir que le cervelet, il est très très gros, comparé ici à la partie cérébrale. Vous voyez que le cervelet, il est un peu plus que la moitié de la longueur de la partie cérébrale. Donc ce cervelet, il est très 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 développé, beaucoup plus, par exemple, si on prend un être humain, donc l'enfant de Tang ici, voilà, cherchez le cervelet. Le cervelet, il est tout en dessous, là, on le voit à peine. Donc le cervelet, voilà, il serait tout en bas par ici. Donc le cervelet chez les humains, par exemple, il est très petit parce qu'on n'a pas de trompe. Mais là, chez Moeritherium, on a quand même un cervelet qui est assez gigantesque. Et donc, ce cervelet, il est responsable de la coordination musculaire. Et cette coordination musculaire, elle est impérative quand on a une trompe. Et on sait que les éléphants modernes ont un énorme cervelet. Donc là, je peux vous mettre, à côté de Moeritherium, je peux vous mettre la photo du cerveau d'un éléphant moderne. Et vous pourrez voir le cervelet, donc ici à l'arrière de l'éléphant moderne, qui est très très développé. Autre chose d'intéressante avec Moeritherium,
c'est donc les hémisphères cérébraux que vous voyez là. Donc ces hémisphères cérébraux, déjà, ils ont un lobe temporal qui est très très développé. Vous voyez ici, il y a un sillon qu'on appelle le sillon sylvien. Et ici, vous avez donc le lobe temporal qui est très très développé. Donc ça, pareil, si on compare à un éléphant moderne, vous pourrez voir que les lobes temporaux, donc ici, sont très développés chez les éléphants modernes. Donc là, Moeritherium n'a pas encore les lobes temporaux hyper développés comme les éléphants modernes, mais c'est déjà très très développé, et on pense que c'est lié ça à l'audition, puisque les lobes temporaux sont responsables, en tout cas le cortex au niveau des lobes temporaux est responsable de la gestion de l'interprétation des sons. Donc on pense que les éléphants avaient on pense aujourd'hui que les éléphants ont une très bonne audition. Ils sont notamment capables d'entendre dans les basses fréquences et de communiquer grâce à ces basses fréquences sur de très très longues distances. Donc ils produisent des infrasons, non seulement avec leur trompe, mais aussi avec leurs pieds. Ils tapent sur le sol, donc ils communiquent en morse, si vous voulez. Et donc Moeritherium était déjà engagé sur la voie de la communication, un peu comme les éléphants modernes, une communication similaire aux éléphants modernes. Et la dernière chose intéressante avec ce cerveau de Moeritherium, alors non, pas la dernière chose d'ailleurs. Il y a une autre chose qui est intéressante ici, c'est cette bosse ici, qui est la pituitaire, donc la fausse pituitaire pour la glande qui produit l'hormone de croissance. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas si développée que ça. Bon, bah, c'est lié au fait que Moeritherium n'est pas un très très gros animal. On sait que les gros animaux ont une très très grosse fausse pituitaire, puisque évidemment, plus la glande pituitaire est grande, et plus elle est capable de produire d'hormones de croissance et de produire des gros animaux. Donc les gros animaux ont généralement des grosses glandes pituitaires. Je peux vous mettre ici, par exemple, le cerveau d'un dinosaure, et vous allez voir d'un brachiosaure. Vous allez voir, la glande pituitaire est absolument gigantesque sur ce brachiosaure. Bah, parce qu'il faut bien alimenter, il faut bien commander au corps de grandir, et pour commander à un corps immense de grandir, eh ben, il faut une grosse glande pituitaire. Et la dernière chose d'intéressante avec Moeritherium, c'est sur les hémisphères cérébraux, donc, le cortex visuel. Le cortex visuel qui en fait est quasiment absent. Si je compare ici avec Australopithecus, donc sur un être humain ou sur un australopithèque, le cortex visuel est situé ici, à l'arrière, sur la face occipitale du cortex, du cerveau. Et ici, en fait, chez Moeritherium, ce qu'on voit, c'est que tout se passe comme si le cortex occipital était tronqué. Donc vous voyez ici, c'est comme si le cortex occipital était coupé à ce niveau-là, donc il est raccourci, comme ça. Donc on passe directement au cervelet sans partie occipitale du cortex, donc sans cortex visuel. Et ça, c'est intéressant qu'on ait un tout petit cortex visuel chez Moeritherium, parce que c'est exactement comme chez les proboscidiens modernes. Donc encore une fois, je vous remets le cerveau d'un éléphant moderne, et vous pourrez voir ici que, pareil, vous avez ici le cerveau, donc les hémisphères cérébraux, et à l'arrière des hémisphères cérébraux, on a l'impression que le cortex est tronqué, exactement comme chez Moeritherium. Bah, c'est l'absence de cortex visuel, ou la réduction du cortex visuel. Les éléphants ont une très mauvaise acuité visuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cru très longtemps qu'ils étaient incapables de se reconnaître dans un miroir. C'est parce qu'on les mettait face à un miroir et ils ne se voyaient pas dedans. Parce que les éléphants sont très très myopes, extrêmement myopes. Les éléphants se repèrent grâce à l'odeur, essentiellement. Donc ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir de très bons yeux. Ils se repèrent aussi grâce à l'ouïe. Ils utilisent notamment les infrasons. Ils se repèrent grâce au toucher, grâce à leur trompe, et ça se voit sur ici le cervelet. Mais du coup, tout ça, ça a été sacrifié au cortex visuel. Donc la vue des éléphants est très très mauvaise, et donc du coup on a longtemps cru qu'ils étaient incapables de se reconnaître dans un miroir. Mais à partir du moment où on leur a mis un miroir suffisamment grand et suffisamment grossissant, eh ben, ils ont commencé à arriver à se reconnaître, et on a pu se rendre compte en fait que les éléphants avaient conscience d'eux-mêmes. Ils ont conscience d'eux-mêmes, et on sait qu'ils ont aussi conscience de la mort, puisqu'ils sont capables de reconnaître à l'odeur les ossements de leurs congénères, et on les voit
ramasser les ossements de leurs congénères, les rassembler et se mettre à pousser des barrissements tous ensemble. Donc, anthropomorphisme à part, on peut quand même constater que les éléphants sont capables d'identifier la mort. Et donc ça montre qu'ils sont très très conscients de leur propre existence. Et tout ça, ça a probablement commencé avec un cerveau comme celui-ci, entre 10 à 20 fois plus petit que le cerveau des éléphants modernes. C'était Un jour un fossile, je vous remercie, à très bientôt.